Salut Charlie, Salut François, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode des interviews Scale to Sell. On va parler de ton parcours, différentes aventures entrepreneuriales et du coup je vais te laisser te présenter. Ok, moi je suis Charlie, Charlie Gaillard, donc j'ai 37 ans, je suis maintenant marié et effectivement donc je suis entrepreneur maintenant depuis 7 ans, après une vie riche professionnelle, une première vie où j'ai été salarié pendant à peu près 10 ans, donc j'ai travaillé à la fois pour des grands groupes, des plus petites structures en France, à l'étranger. Ensuite j'ai fait 3 ans de freelancing, donc ça m'a permis de découvrir un peu ce métier, ce statut un peu particulier. Et puis, au gré de mes expériences, j'ai souhaité devenir entrepreneur, construire quelque chose d'un peu plus grand que moi. Donc, j'ai d'abord commencé par une phase de soloprenariat où je faisais travailler d'autres personnes sans avoir de salariés. Donc, concrètement, je connectais déjà des freelances avec des entreprises. C'est ce que je faisais au début. Et puis, progressivement, c'est devenu effectivement un business que j'ai scalé jusqu'à créer Bigger en 2020 et à le lancer commercialement en 2021. Et donc, je fais toujours ça aujourd'hui en 2025. Quand tu étais salarié, c'était quoi ton rôle exactement? Tu faisais de la prestation de quel type? Alors j'ai fait vraiment beaucoup de choses différentes. J'ai commencé par vraiment du pur IT. J'ai fait un BTS en alternance, donc j'ai démarré assez vite dans le milieu professionnel. J'avais, je crois, 16 ans parce que j'avais un peu d'avance en plus. Et donc au départ, j'étais vraiment technicien informatique. Tu vois, j'ai fait ça quelques temps. Assez vite, je me suis rendu compte que ça me conviendrait pas trop et que la routine de ce job n'allait pas me convenir. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était gestion de projet. Et voilà. Et donc après, toute ma poursuite de carrière a été autour de la gestion de projet, de la direction de projet, de la direction de programme, voilà, de façon assez large, sur des sujets vraiment différents, notamment dans l'énergie, dans le transport et dans le tourisme, avec des compétences assez spécifiques, assez pointues, notamment dans le transport, sur les systèmes de réservation du transport, donc des choses vraiment très niches. Et c'est ça aussi qui m'a permis ensuite de me lancer en tant que freelance, puisque j'avais des compétences qui étaient assez recherchées sur le marché, une base de clients du coup réduite, puisque c'était un marché de niche, mais qui me connaissait. Et voilà, je me suis dit, je vais avoir davantage d'impact de cette façon-là. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué quand tu es passé du salarié au freelance? Euh, Positivement ou négativement d'ailleurs? ouais. Écoute, je m'étais quand même bien renseigné. Je suis quelqu'un qui a besoin de bien réfléchir avant de faire les choses. Donc, je m'étais renseigné, donc j'ai pas eu d'énormes surprises. Ce qui m'a surpris de façon positive, c'est ma propre capacité à trouver des clients assez facilement, puisque durant ces 3 ans de freelancing, j'ai eu 3 semaines d'intercontrat au début pendant les fêtes, et puis 3 semaines d'intercontrat ensuite durant ces 3 années. Donc ça, j'anticipais pas. Je m'étais dit quand même que c'était quelque chose de risqué, que je savais pas exactement comment ça allait se passer, que c'était un petit pari, et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième bonne surprise, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup d'accompagnement en France. On critique souvent la France pour tout un tas de choses. Il s'avère que quand on se lance, on a quand même un certain nombre d'aides, donc des réductions de cotisations, le droit à l'assurance chômage en même temps qu'on démarre son activité. Donc ça m'a quand même plutôt là aussi, je l'avais planifié, j'avais regardé, ça faisait partie du plan, mais quand même, j'ai été agréablement surpris en me renseignant bien de pouvoir voir que voilà, la France soutenait aussi des néo-entrepreneurs ou des néo-freelance en ce qui me concerne. Donc ça, c'était les bonnes surprises. Dans les moins bonnes surprises, y a pas eu grand-chose, mais bon, de la même façon, je m'y attendais. Charge administrative, quoi. C'est que une fois que tu as fini ta journée, que tu as vu ton client, que tu as essayé de délivrer de la valeur, après, il y a toute la charge administrative de gérer une boîte, de déclarer ta TVA. Voilà, donc tu apprends plein de choses. Et moi, j'adore ça. Donc en fait, ça m'a plutôt tenu et aussi, tenu en haleine durant plusieurs années de me dire, bon, j'apprends des choses. J'ai appris à refaire la compta, tu vois, des choses vraiment basiques que j'avais vues dans mes cours, mais que j'avais jamais mis en application. Et donc, je trouve que ça, c'est super. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même aujourd'hui, je dis que c'est le plus beau métier du monde. D'être freelance, d'être solopreneur, d'être entrepreneur, en tout cas d'être à son compte, c'est que t'as pas 2 jours qui se ressemblent, quoi. T'as toujours des journées différentes, t'apprends toujours des choses, tu fais pas du surplace. Et comme moi, c'est un de mes moteurs principaux de pouvoir apprendre tout le temps, ça me convient plutôt bien. Et du coup, en fait, la bascule du mode freelance, solopreneur, entrepreneur, qu'est-ce qui a été à chaque fois des déclics qui t'ont fait passer une phase? Alors ça a rarement été d'un coup, hein. Ça s'est fait quand même de façon plus ou moins progressive à chaque fois. Bon, le salarié vers freelance, il était facile. Je voulais avoir plus d'impact, donc voilà, ça c'était très. Là pour le coup, c'était une bascule d'un coup en décembre 2013. Ensuite, donc j'ai fait mes 3 ans de freelancing. J'ai voulu, à un moment donné, je me suis dit bon,
Ça fait 3 ans que je fais du freelance et là j'ai commencé un peu à réfléchir. Globalement, je suis sur des cycles de 3-4 ans et je m'étais dit bon bah finalement j'apporte de la valeur à mes clients, mais est-ce que dans 30 ans, puisqu'à l'époque j'avais pas 30 ans, donc je savais qu'il me restait au moins 30 ans à travailler, j'aurais encore envie de faire ça. Est-ce que je suis pas dans un modèle où je vais finalement répliquer de la compétence, de la connaissance chez des clients différents, mais justement sans véritablement apprendre énormément de chaque contexte. Donc voilà, et je commençais à côtoyer des personnes autour de moi qui étaient freelance et qui avaient plutôt de profils 50, 55 ans. C'était assez rare d'être freelance à moins de 30 ans il y a quand même plus de 10 ans maintenant. Et je me disais, oulala, si je fais 40 ans comme ça ou 30 ans comme ça va pas le faire, c'est impossible pour moi. Donc j'ai eu un petit coup de chaud où je me suis dit, bon, comment je crée de la valeur différemment? C'est quoi mon plan de vie? Et du coup, mon plan de vol. Et à cette époque-là, je me suis posé la question soit de retourner dans le salariat dans un cabinet de conseil. Donc j'ai passé des entretiens en me disant, bah voilà, fort de mon expérience et de ma capacité éprouvée à trouver des clients, peut-être que je peux rentrer entre guillemets par la grande porte dans un cabinet de conseil, voilà, en tant que senior manager ou associé, puisque je peux ramener du business. Deuxième possibilité, de faire un executive MBA. Donc pour mémoire, j'ai fait qu'un BTS en alternance, donc je m'étais dit, ça peut être intéressant de remettre de la connaissance un peu théorique sur ma connaissance pratique, de prendre ce temps-là pour moi. Et puis, bah, sinon, c'était de monter une entreprise. J'avoue que j'avais un peu peur. Hein. Et en fait, notamment quand j'ai passé des entretiens avec des cabinets de conseil, ils m'ont dit, mais vous trouvez du business, vous arrivez à vous vendre, vous me dites que vous êtes capable de vendre d'autres personnes parce que vous avez commencé à mettre en relation d'autres personnes. Pourquoi vous venez chez nous, quoi? Et donc ça a été l'argument de bascule. Et je remercie les personnes qui m'ont reçu et qui ont eu cette transparence avec moi, puisque j'avais besoin de ce petit coup de pied aux fesses. Et voilà, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais lancer mon cabinet de conseil. Alors au départ, c'était plutôt en mode cabinet de conseil. Donc j'ai recruté 2 personnes qui avaient des compétences proches des miennes pour bah, du coup pouvoir effectivement effectuer des prestations pour des clients. Et puis bah, très rapidement, quand j'ai commencé à communiquer autour du fait que j'étais plus tout seul, on m'a demandé voilà, des profils qui n'avaient rien à voir avec ce que je savais faire. Je me suis dit, bon, bah, en fait, je peux pas recruter tous les métiers du monde, donc je vais m'entourer de freelance. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à être solopreneur, c'est-à-dire à proposer des consultants indépendants à mes clients et à les facturer, mais sans staff en interne. Donc j'ai fait ça de nouveau pendant 3 ans, mon petit cycle de 3 ans qu'on retrouve souvent. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon bah c'est super, ça génère quand même des revenus conséquents. Peut-être que je peux arrêter de faire des missions moi de mon côté et vraiment véritablement bah, prendre le temps de développer ce business, de créer de la croissance, de commencer à embaucher, de développer une plateforme digitale parce que je sais que c'est un sujet important pour beaucoup de nos clients. Et c'est ce que j'ai fait en créant Bigger. C'était quoi l'objectif de la plateforme digitale? Laquelle fonctionnalité? Alors, il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est de permettre aux talents indépendants de s'inscrire et donc quelque part d'être référencés chez nous, donc d'être connus. Donc nous, ça nous permet de faire de l'acquisition côté freelance et de faire en sorte que notre vivier grandisse chaque jour de façon un peu autonome. Donc ça fonctionne très bien. On avait un enjeu plutôt côté client de pouvoir leur permettre de déposer des missions. Aujourd'hui, en réalité, nos clients, c'est plutôt des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 qui sont pas forcément très autonomes ou qui n'ont pas forcément vocation à vouloir déposer elles-mêmes leurs besoins. Elles ont besoin d'une phase de cadrage, qu'on les accompagne. Mais pour autant, elles réclamaient la plateforme. Donc, c'était une forme de faire valoir. Il faut être honnête. Peu l'utilisent aujourd'hui. Et en même temps, c'est important de l'avoir. Et puis, évidemment, la troisième fonctionnalité, c'est pour nous, c'est d'avoir l'ensemble des missions, d'avoir accès à notre vivier et de pouvoir faire ce matching grâce à des outils voilà, qui nous aident au quotidien. Donc ça, c'était la première version de la plateforme. On pourra parler du futur après. On l'a entièrement redéveloppé. Et là, par contre, on va vraiment l'exposer à nos clients sous un nouveau modèle en 2025. On y viendra après dessus. Euh, C'était quoi le premier employé que tu as eu dans Bigger et quel était son rôle et du coup, comment tu l'as recruté? Alors, j'ai eu une première employée qui était en fait au niveau de ma holding, mais ça change pas grand-chose parce que c'était ma toute première salariée sur le projet Bigger, on va dire. Son rôle, c'était vraiment de gérer toute la partie administrative et financière, puisqu'en fait, c'est la première chose que j'ai voulu déléguer. On est quand même dans un métier où on achète du temps ou des livrables, on revend du temps et des livrables, donc il y a beaucoup de flux financiers dans un sens comme dans l'autre, à l'achat et à la vente, des comptes rendus d'activité, des livrables à vérifier, donc il y a quand même une charge administrative qui est importante, qu'on peut faciliter grâce à des outils. Donc j'ai rapidement, surtout quand j'étais seul, mis en place des outils, parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Mais à un moment donné, ça devenait quand même trop gros, tu vois. À la fin, tout seul, j'étais à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc il y avait quand même un certain nombre de personnes en mission. Ça devenait compliqué de tout gérer tout seul et donc il a fallu s'outiller et commencer à recruter. Donc voilà, ça c'était mon premier recrutement. Le business model par rapport au fait de positionner, des freelances, que tout le monde le comprenne bien, c'est toi tu vends une mission, tu l'achètes à un certain prix au freelance, ça se passe comment exactement? Oui, c'est ça. Nous, on prélève une commission sur le coût total. Voilà, une commission qui est aujourd'hui de 24%, qui est transparente, qui est fixe. Comme ça évite voilà, des frustrations. Tout le monde sait combien il gagne. Et nous, on a figé aussi notre valeur ajoutée et ça permet comme ça voilà, d'être dans cette relation tripartite de façon extrêmement simple et saine. Et donc effectivement, nous en fait, on achète à un prix, voilà, la prestation et on la revend à un prix qui est supérieur au client, en sachant qu'on apporte outre le sourcing, c'est-à-dire trouver la bonne personne, on apporte tout un tas de services. On paye comptant les freelances, là où nos clients nous payent souvent à 30, voire quand même le plus souvent, même maintenant 60 jours. On fait toute la partie conformité légale, puisque quand on travaille avec des freelances, il y a quand même tout un, voilà, on va dire un contexte légal qu'il faut bien connaître et bien maîtriser, notamment en ce qui concerne l'obligation de vigilance, donc en gros vérifier qu'il n'y ait pas de travail dissimulé et que les déclarations et cotisations sociales soient bien payées notamment. Donc voilà, donc tout ça, c'est les services qu'on rend à nos clients et donc c'est pour ça qu'on se rémunère. Comment, comment dire? Comment t'en arrives enfin, comment tu vous différenciez des plateformes concurrentes sur ce marché? Alors justement, ça c'est tout l'enjeu de 2025. On est sur un marché, tu l'as dit en filigrane dans ta question, qui est très atomisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs. On a fait un travail de différenciation. Alors la première réponse, c'est qu'on travaille essentiellement avec des talents qui ont plus de 10 ans d'expérience. D'accord. Donc on a vraiment, donc tu vois, pour te donner une idée de notre tarif de vente moyen, il est de 1150 euros, ce qui est assez éloigné des modèles de plateforme comme on les entend aujourd'hui, type Malte ou autre. On a aussi des missions qui sont très longues, donc ce sont quand même des missions qui sont stratégiques à des TJM élevés, mais qui aussi en plus durent longtemps parce que bah, la transformation, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est notre principal point différenciant. Mais aujourd'hui, il n'est pas très visible. Donc, ce qu'on a prévu en 2025, une partie du plan de 2025, c'est notamment justement de créer un club à destination des consultants indépendants pour continuer à toujours mieux les accompagner. J'ai quand même cette fibre pour avoir été indépendant moi-même, de bien comprendre les enjeux et de l'importance de bien accompagner les freelances. Donc, ce club, il va fonctionner un peu comme un programme de fidélité avec différents niveaux. Et plus tu vas t'engager dans le projet et le club bigger, donc il y a différentes façons de s'engager, soit évidemment en faisant des missions avec nous, soit en étant prescripteur de business. Aujourd'hui, on est avec des talents qui sont quand même assez seniors, donc ils ont souvent connaissance de besoins dans les entreprises, soit en t'engageant dans le club, par exemple sur des aspects communautaires, en créant des rendez-vous et autres. Et ça te fait gagner des points et te permet d'accéder à des niveaux. Et plus tu augmentes de niveau dans le club, plus finalement tu vas avoir des avantages. Donc on peut imaginer par exemple des one-to-one avec des entrepreneurs à succès. Alors, je ne vais pas tout spoiler, mais tu vois, pour te coacher un peu sur ta vie d'entrepreneur. Enfin, en tout cas, on veut ce programme très expérientiel. Pas juste du contenu, mais aussi de vivre des choses avec nous sur les niveaux les plus élevés. Donc c'est un vrai investissement à la fois financier et puis évidemment moral, un vrai engagement vers les freelances. Et ça va nous permettre aussi du côté des entreprises de bien faire comprendre ce positionnement-là, c'est-à-dire que l'idée du club, et c'est déjà comme ça qu'on travaille aujourd'hui, c'est d'avoir des talents qu'on ne trouve pas habituellement sur les plateformes. Puisque ces personnes-là, en fait, elles sont sans arrêt sollicitées. Avec l'approche directe, leur téléphone sonne très régulièrement et donc elles n'ont pas besoin de s'inscrire. Si elles n'ont pas d'avantage, de bénéfices à être sur une plateforme, elles vont pas s'inscrire. Donc nous, c'est un peu ça qu'on crée. On veut mieux les accompagner, les aider à développer leur activité et donc rendre ça très visible aussi du point de vue des entreprises. Donc voilà, ça c'est un des gros pans de notre stratégie 2025. C'est une façon de créer une culture dans la communauté, en fait. Oui, en plus c'est ça, ça nous permet quand même de nous reposer sur des valeurs, qui est un sujet très important pour Bigger. Tu vois, on est entreprise à mission, par exemple, depuis nos débuts, on fait partie des 1000 premières entreprises à mission, donc on est engagé sur les volets sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc le sujet des valeurs pour nous il est primordial. Et quand on match un talent, a fortiori un talent senior qui a beaucoup d'expérience, qui a des convictions avec une entreprise, on est obligé de se poser la question de ses valeurs, de la culture d'entreprise qui va l'accueillir, pour s'assurer que le matching il fonctionne. Il n'y a pas juste les hard skills et soft skills. Il y a aussi une question de c'est quoi mes leviers de motivation dans la vie, comment je vois les choses, c'est quoi les lunettes que je porte au quotidien et mon modèle de référence. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on prend vraiment du temps pour comprendre et s'assurer que justement, il y a une bonne adéquation entre le besoin et la culture de l'entreprise qui reçoit le talent et le talent qui cherche son prochain challenge. Vous avez mis en place des outils pour qualifier justement les valeurs, les compétences, le positionnement du freelance?
Alors, on a des outils, notamment justement quand ils s'inscrivent sur la plateforme. Aujourd'hui, on a un test de personnalité. Demain, on va passer sur un autre mécanisme qui s'appelle les Moving Motivators, qui est quelque chose du public, hein. En gros, c'est comprendre les leviers de motivation. Donc ça, c'est des outils, on va dire, un peu de préqualification pour commencer à se poser un certain nombre de questions et voilà. Mais l'idée, c'est quand même en entretien d'aller explorer un peu de façon assez fine justement le cadre de référence de la personne, ses croyances limitantes, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Je te le dis, hein, moi, quand j'ai été freelance, ce qui me faisait peur, c'était de me dire, finalement, est-ce que je vais pas me retrouver à dupliquer toujours la même chose et comment, sur chaque mission, on arrive à avoir 5 ou 10% de croissance personnelle sur ses compétences. Donc ça, travailler aussi au potentiel des gens, c'est quelque chose de très important et auquel je crois beaucoup. Et donc, il faut défendre, évidemment, auprès des entreprises, parce que les entreprises, quand elles font appel à un talent indépendant, par définition, elles veulent qu'il soit, enfin, tout soit prêt sur étagère, qu'il ait toutes les compétences, toutes les connaissances. Mais, et ça, c'est évidemment possible, mais c'est pas les talents les plus engagés. Les talents qui sont les plus engagés sur une mission, ce sont les talents qui viennent chercher quelque chose dans l'entreprise. Une compétence, une connaissance, peut-être une référence, mais voilà, qui viennent cocher une case, qui ont besoin d'aller chercher quelque chose parce que c'est ça la réelle motivation. Et donc, moi, j'essaye vraiment de travailler là-dessus pour avoir des collaborations qui soient le plus équilibrées possible, où il y a un apport des deux côtés. Et vous passez du temps, chaque talent qui s'inscrit sur la plateforme, vous avez un entretien avec lui ou c'est un Alors, entretien uniquement quand il y a une mission qui pourrait matcher? justement, ça, on va le changer en 2025. Pour l'instant, comme n'importe qui peut s'inscrire, on fait pas de call de qualification systématique. On le fait effectivement quand on a un besoin concret, précis à proposer à ce talent. Ça peut être d'ailleurs une source de frustration des talents, puisque à l'inverse de gros concurrents dont je tairai le nom, on n'est pas un catalogue de CV. Donc en fait, les entreprises n'ont pas directement accès aux talents et les talents n'ont pas directement accès aux missions. Donc, en fait, une fois qu'ils sont inscrits, ils voient pas nécessairement la dynamique commerciale, comment ça se passe, etc. Et donc, ça peut avoir un côté frustrant. Et donc, le club, c'est aussi pour corriger ça. L'idée, c'est d'avoir peut-être moins de consultants indépendants. Tu vois, aujourd'hui, on a 12 500 talents inscrits et 50 000 CV reçus. D'accord. Là, demain, l'idée, c'est d'avoir une communauté qui est plus petite, mais plus engagée, qui correspond mieux à des profils auxquels on peut proposer des missions qu'on connaît. Et donc, effectivement, il y aura une vérification systématique à l'entrée. Déjà, il faudra correspondre à certains critères, notamment les 10 ans d'expérience, mais il y aura aussi d'autres critères. Et ensuite, il y aura effectivement un call de qualification systématique avec notre équipe avant de pouvoir intégrer le club. Comment vous la créez cette communauté? Comment vous allez chercher ces talents? Alors, on a quand même, grâce à tout ce qu'on a pu faire dans ces années précédentes en termes d'image, de prise de parole, on a quand même un flux naturel de personnes qui nous connaissent ou qui apprennent à nous connaître. Et donc, voilà, mécaniquement, ce flux il grandit un peu de mois en mois et de jour en jour. Ça, c'est une partie. On a aussi des mécanismes d'acquisition. Donc, on fait aussi très clairement, hein, on fait de l'ADS, on travaille notre SEO, on a une stratégie de contenu qui est assez poussée pour justement pouvoir répondre aussi à des recherches assez régulières des talents. Un exemple très concret et qui fonctionne très bien sont les statuts. Quand on se lance en tant que freelance, déjà, ça ne veut pas dire qu'on a 25 ans, on peut se lancer en tant que freelance à 45 ou 50 ans, ce qui correspond davantage à notre cible d'ailleurs. Mais la première question à se poser, c'est quel statut, comment ça fonctionne. Voilà. Donc nous, on crée beaucoup de contenu là-dessus. On accompagne vraiment les néo-freelancers sur ces sujets-là. Et donc ça nous aide aussi à identifier très rapidement les bons talents. Et puis après, on fait quand même de l'approche directe. C'est pas parce qu'on a un vivier, une plateforme qui est quand même effectivement touffue qu'on s'interdit d'aller voir sur le marché. Donc on fait aussi beaucoup d'approches directes grâce à des outils comme LinkedIn ou d'autres job boards pour compléter nos besoins, puisqu'en fait, ce qui fait notre force aussi aujourd'hui, c'est justement qu'on va aller chercher un peu le mouton à cinq pattes. Des recherches sont difficiles. Nos clients voilà, nous confient souvent les recherches les plus difficiles, puisque pour les recherches faciles, entre guillemets, de masse, bah, ils ont des partenaires qui sont dans une logique voilà, de masse, donc avec des faibles marges, mais beaucoup de volume. On est plutôt petit volume et marge un peu plus importante, parce que justement, la valeur, elle est plus importante. Donc voilà, donc on n'a pas le même modèle et c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a plusieurs questions là qui me sont venues en t'écoutant ces dernières minutes. Je vais te poser tout de suite les deux questions et après on reviendra sur l'une puis l'autre. Il y a déjà une problématique qui est les clients. C'est que tu nous as dit au départ que tu venais plutôt du monde de la gestion et de l'IT. Aujourd'hui, il y a une forte activité commerciale pour développer Bigger. Comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu es arrivé sur ces rôles commerciaux? Ça, c'est la première question. Puis tu nous as mis en avant aussi les valeurs de Bigger. Je sais que tu as beaucoup d'engagement. Et comment tu allies, on va dire, tes engagements perso et les valeurs de l'entreprise?
Ok, alors deux grandes questions, Deux grandes effectivement. questions, voilà. La première, donc sur les clients. Donc si je résume la question, c'est comment j'ai trouvé des clients, des premiers Bah, clients. comment t'as trouvé des clients et comment toi-même, qui n'étais pas au départ commercial, Ah oui, tu es devenu dans ce rôle commercial? oui, oui, Qu'est-ce oui, oui, oui. Ouais. qui t'a permis de faire, d'avoir du succès dans ce rôle? Alors effectivement, tu as deux questions. Bon, comment les clients, beaucoup mon réseau au départ, comme souvent, le réseau du dirigeant, il est un peu, enfin voilà, c'est le premier point de départ souvent des entreprises. Donc moi, j'ai toujours cultivé mon réseau. Donc déjà, même si j'étais pas dans une logique d'entrepreneuriat je me suis toujours dit, c'est important de soigner les relations qu'on a avec les personnes. On peut ne pas être d'accord, mais voilà, je suis pas dans le consensus toujours. Il y a des fois où je suis pas content et où je me fâche et avec des personnes, mais quand même, j'ai à cœur de nourrir des relations qui soient équilibrées, voilà, où on s'apporte mutuellement. Enfin, ça aussi, d'ailleurs, ça rejoint un peu le sujet des valeurs. Mais donc, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc, je prends le temps, ou j'essaye de prendre le temps, c'est pas toujours simple, de bien faire les choses sur ce sujet-là. Ce qui fait que je me rends compte qu'il y a une forme de loyauté mutuelle qui se crée et qui a permis de signer en tout cas au moins les premiers clients. Et puis après, bah, de développer aussi parce que bah, voilà, quand on travaille bien, que les gens nous font confiance, bah, c'est un asset immatériel, mais c'est quand même un sacré asset. Donc, ça, c'est le premier sujet. Après, sur le rôle mon rôle à moi, effectivement, ça, je l'ai vraiment vécu quand je suis passé de freelance à je commence à connecter les gens. Au départ, je l'ai fait de façon empirique et d'ailleurs très souvent pro bono pour rendre service à des clients auxquels je pouvais pas dire oui parce que j'étais moi-même engagé sur une mission parfois de 6 mois ou un an. Donc, il a fallu trouver, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, sans avoir eu de formation commerciale, et toujours aujourd'hui, d'ailleurs, il y a certains mécanismes qui me manquent, ou il y a des réflexes que j'ai pas. J'en parle souvent d'ailleurs avec l'équipe commerciale. Malgré tout, j'ai une fibre commerciale. Alors, mon père était commercial, donc je pense que D'accord. ça m'aide beaucoup. Je l'ai beaucoup entendu parler de ses clients. J'ai plein d'anecdotes que mon père me racontait en rentrant le soir. Mais alors, ça m'a jamais attiré, tu vois. Donc, c'est un peu un concours de circonstances que je me suis retrouvé dans cette situation de devoir vendre, de devoir aller chercher des clients. Après, je pense que quand tu te lances, tu as quand même ce challenge de signer, tu as cette fierté d'avoir de l'impact, de pouvoir aller trouver des clients qui, en plus, en ce qui nous concerne, sont des très beaux clients, des grandes références, des grandes maisons de luxe, des entreprises que tout le monde connaît. Et donc, évidemment, après, tu as un peu peut-être cet état d'esprit, pas compétitif, mais en tout cas de gagne qui s'installe et où tu te dis, bon, mon challenge, c'est d'y arriver et puis de montrer que bah, la petite entreprise qu'on était au début arrive quand même à décrocher des gros rendez-vous, des gros clients, à signer des beaux contrats. Et c'est évidemment quelque chose bah, voilà, qui te nourrit. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet sur l'engagement, effectivement, donc j'ai d'autres casquettes. J'ai été président de plusieurs associations. En ce moment, je suis coprésident du Centre des jeunes dirigeants de Paris, qui est le plus vieux mouvement entrepreneurial français. Donc moi, je m'occupe uniquement avec ma coprésidente Elisabeth de la section de Paris, mais c'est quand même en gros 170 entrepreneurs de secteurs différents, avec des boîtes de tailles différentes, certains dans le service, d'autres dans l'industrie. Donc voilà, vraiment avec des membres qui sont un peu protéiformes, on va dire, entre guillemets. Et ça, évidemment, ça me prend beaucoup de temps parce que tous les mois, il y a déjà un événement organisé pour 120 personnes, parce qu'en moyenne, il y a 120 personnes à chaque événement. Il y a des commissions, il y a de la formation. Enfin, vraiment, c'est un bel engagement, mais qui me prend quand même pas mal de temps. Alors, heureusement, avec Elisabeth, on est appuyé par un bureau. Donc, on a un bureau de dirigeants, mais bon, ce sont des dirigeants bénévoles. Et donc, en fait, comme nous le sommes d'ailleurs, hein, c'est un mandat bénévole. Et donc, le bénévolat, c'est chouette parce que justement, ça repose beaucoup sur les valeurs, mais c'est aussi beaucoup plus difficile de fédérer, d'engager. Il n'y a pas de lien hiérarchique. En plus, ce sont des dirigeants, donc ce sont des personnes qui, de toute façon, ne seraient pas faciles à manager quoi qu'il arrive, et en plus, qui font ça sur leur temps libre. Donc, elles ne le font que par conviction, par engagement. Donc, effectivement, les mécanismes que je peux mettre en place dans une entreprise, chez Bigger, ou les mécanismes que je vais utiliser au CJD pour essayer de fédérer une communauté, sont pas du tout les mêmes. Et après, il y a la gestion du temps entre les deux, qui est quelque chose qui est éminemment compliqué. Je ne m'en cache pas. C'est quand même un peu le casse-tête. Mais j'essaye de faire en sorte, enfin, en tout cas, évidemment, ma priorité reste mon activité professionnelle, parce que le reste, bah, c'est du bénévolat. Donc, je fais du mieux que je peux pour me dégager du temps le week-end, le soir, y compris évidemment sur mes jours de travail quand même. Mais voilà, j'essaie d'équilibrer au mieux les deux en fonction des urgences. Et le fait d'être deux avec ma coprèse, c'est quand même très très bien parce que justement, on peut prendre le relais l'un de l'autre quand l'un d'entre nous a un coup de bourre. Et c'est rare en réalité qu'on ait tous les deux des grosses problématiques de temps en même temps. Donc on se relaye de façon extrêmement naturelle sans même avoir besoin de se le dire parce qu'en fait on n'est pas exactement sur les mêmes cycles, donc ça se gère. C'est ce qu'il faut souhaiter, c'est que
que ça soit bien compatible. Et, Ouais. et du coup, en fait, pour revenir sur la partie commerciale de Bigger, comment elle est organisée, votre équipe commerciale? Alors, j'ai fait des gros changements en 2024. Jusqu'à milieu d'année 2024, j'étais plutôt fan du modèle business manager 360 degrés qui sait faire du bizdev, de l'account management, du sourcing, c'est-à-dire du talent management, aller chercher les talents et le suivi des missions. En réalité, ça peut marcher avec certaines personnes. Ça a été le cas. Et moi, j'avais fait ça. Donc, en fait, pour moi, c'était naturel. Et je voyais surtout une valeur très importante à ce modèle, qui est que quand tu présentes quelqu'un à un client, tu connais par cœur son profil parce que tu as toi-même fait les entretiens. Donc, je suis toujours, et d'ailleurs même dans ce nouveau modèle, on garde ce truc-là qui est la personne qui fait passer les entretiens au talent et la personne qui le présente au client. J'y suis vraiment attaché. Je pense que c'est vraiment important parce que j'ai vécu plein d'entretiens où parfois il y a des quiproquos, des incompréhensions, et le fait de connaître les deux peut permettre de corriger ça sans forcer la vente ou quoi que ce soit, mais juste des fois il y a voilà, un quiproquo grandissant et le fait de connaître les deux permet de corriger ce truc-là. Donc ça, j'y suis attaché. Par contre, ce que j'ai changé, j'ai splitté les équipes pures, on va dire développement, donc sales development, donc qui vont aller chercher des nouveaux clients, des équipes qui font de l'account management. Puisqu'en fait, je m'en suis rendu compte un peu à mes dépens, ça fait partie des difficultés qu'on a pu rencontrer. C'est pas du tout le même métier. Et demander à des account managers, aussi bons soient-ils sur la partie développer des relations à long terme avec des clients, d'aller faire de la chasse, ça ne fonctionne pas. Et idem, comme le métier quand même de bizdev, pour l'appeler Mmh. simplement, est quand même un métier difficile où tu fais du call call, tu envoies des emails, ça, tu prends quand même beaucoup de portes. Si tu as le moindre échappatoire dans ton métier, sur une partie un peu plus sympa du job, bah, tu vas te concentrer sur cette partie-là et tu ne vas pas faire ce rôle et cet effort d'aller chercher des nouveaux clients. Sauf pour certains profils qui ont vraiment ça dans le sang, qui adorent ça. Mais quand même, souvent, c'est difficile. Donc, le fait d'avoir séparé les deux me permet d'avoir une équipe qui est vraiment consacrée entièrement à l'acquisition de nouveaux clients. Donc, aller chercher des leads, contacter des clients, voilà, vraiment nouveaux prospects. Et une équipe qui va gérer nos clients existants, qui va essayer de les développer, de les suivre. Et du coup, les KPI ne sont pas du tout les mêmes. Sur cette équipe-là, ça va être aussi la satisfaction, s'assurer qu'on n'a pas de churn de clients existants, voilà, et pas uniquement de l'expand ou du cross ou du upsell, quoi. C'est vraiment une logique aussi de fidélisation. Et ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, je suis très satisfait de ce modèle et je pense que honnêtement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises depuis la création de Bigger. C'est vraiment quelque chose qui est game changer aujourd'hui dans notre organisation. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place comme mécanisme pour aligner leurs intérêts? Parce qu'ils pourraient être dans des intérêts très différents et créer beaucoup de frustration. Alors déjà, tout le plan de rémunération variable, je l'ai calé sur les résultats et pas sur les moyens. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est pas si simple, hein, parce que c'est pas forcément la culture de beaucoup de boîtes dans notre secteur. C'est-à-dire que même les personnes qui vont faire du bizdev sont intéressées à ce qu'on signe le contrat et pas juste à décrocher un rendez-vous qualitatif. Donc déjà, les intérêts, ils convergent parce que forcément, notre objectif à tous, en tout cas dans cette équipe, c'est de signer de nouveaux contrats et évidemment de s'assurer, encore une fois, de la satisfaction des clients. Donc, en alignant déjà ce plan de rémunération variable, j'ai fait converger les intérêts au maximum entre ces deux équipes. Après, ces deux équipes qui sont quand même dans un même département, il n'y a pas du tout de notion de concurrence. Comme le périmètre, il est très bien défini, ancien client, client historique et en cours et nouveaux clients, nouveaux prospects, il n'y a pas de débat en fait. Chacun travaille ce sur quoi. Après, il y a des transferts évidemment de clients, c'est-à-dire qu'un nouveau client qui devient un client historique important avec lequel on génère beaucoup de business, bah, à un moment donné, va devenir un client plutôt d'account management que de business, puisque le bizdev ne fait entre guillemets couvrir le compte. Je dis Ouais. entre guillemets parce que c'est quand même le plus dur du job. Hein. Mais en fait, on a créé des passations, on a créé des points de rupture très clairs. Et donc, comme les règles elles sont bien définies, il n'y a pas de débat. Et du coup, pour revenir sur l'organisation interne de l'entreprise, tu nous as parlé du coup de ce département. Il y a quoi d'autre comme département dans l'entreprise pour arriver à développer vos opérations? Alors, on a un département, je l'ai évoqué, c'était ma première salariée qu'on appelle admin finance. Donc là, c'est la comptabilité, enfin toute la partie administrative pas très marrante, la compliance, donc tout ce qui est conformité des freelances, qui est quand même un sujet vraiment éminemment important pour nous, puisqu'on apporte cette garantie-là à nos clients. Les payes, enfin voilà, c'est un peu les moyens généraux, on va dire. Donc là, il y a une personne, hein, c'est un petit département. Pour Sur autant, la il y a compliance, vous avez automatisé des processus de collecte, ça se passe comment? oui.
Ouais, ouais, on a des outils qui nous permettent de le faire. Pour l'instant, outils externes et à très court terme, là, avec justement le club, on l'a réinternalisé dans notre plateforme Mmh. digitale. Donc, Ouais, et en réalité, déjà aujourd'hui, ils peuvent commencer à déposer tous leurs justificatifs directement sur la plateforme digitale avec des routines qui permettent de les vérifier, etc. C'est des documents assez standardisés. Donc, une fois qu'on connaît, alors assez standardisés, mais ça dépend du pays, évidemment, d'où travaillent les freelance. Donc, il y a quand même cette complexité-là, parce qu'on a quand même 9 pays dans lesquels on opère. Donc, bon, ouais. il y a un peu de connaissances derrière. 9 pays dans lesquels tu as des freelances ou 9 pays dans lesquels tu as des clients? 9 pays dans lesquels on a des clients, mais pour autant, du coup, dans ces pays-là, bah, soit, entre guillemets, on dépêche un consultant français. Souvent, ce sont Mmh. quand même des filiales de grands groupes français. Et D'accord. donc, quand il y a la nécessité d'être francophone, on peut faire ça. Soit sinon, effectivement, on a aussi des consultants locaux. Et donc là, bah, se pose la question, effectivement, de quels sont les justificatifs, comment on opère tout ça. Sachant qu'avec l'Union européenne, il y a quand même un cadre de référence qui est le même, mais les justificatifs dépendent de pays par pays, avec évidemment des subtilités, etc. Donc, voilà. Et les autres départements, du coup? Oui, pardon, j'ai perdu le fil. Donc les autres départements, donc ça c'est la partie admin finance. On a parlé de la partie sales and operations. On a une partie marketing communication. Donc là on a 3 personnes. Donc là c'est vraiment tout ce qui est le marketing, la communication au sens large. Donc ça va être un peu de relations presse, l'acquisition de clients. Donc aussi toute la logique de lead gen, elle est là. Parce qu'on en fait beaucoup plus maintenant dans le marché qui a quand même un peu changé ces dernières années. Donc le lead gen, le traffic management, tout ce qui est design graphique. Donc voilà, donc ils sont deux plus un alternant. Ensuite, on a une équipe produit qu'on appelle product and tech, parce qu'en fait, au-delà de produit, c'est surtout une équipe de développeurs et de lead développeurs. Donc leur objectif, c'est de développer la plateforme. Donc ils font la conception évidemment avec nous et le développement de cette plateforme-là. Donc eux sont 4. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai parlé de tout le monde, le marketing, le produit, l'administration, les sales. Normalement, j'oublie personne. Ouais. Et puis toi? Et puis moi. Question que je t'ai pas posée au départ, mais tu as des associés? Non, je suis seul associé, je suis solo founder, ce qui n'a pas que des avantages, ce qui a plein d'avantages, hein, ce qui a plein d'avantages. Ça me donne quand même les coups des franges pour prendre plein de décisions. Je suis relativement libre et dans mon modèle à moi personnel, la liberté c'est très important. Donc voilà, je suis pour autant gérer une boîte qui est pourtant pas très grande, 15 personnes, c'est pas non plus, mais c'est très demanding, on va dire. Donc c'est vrai que quand je rentre chez moi, souvent, je me couche pas très tard parce que déjà les soirs où j'ai pas des choses prévues, parce que souvent déjà il y a des choses de prévues, mais c'est vrai que c'est quelque chose voilà qui demande beaucoup, qui est à la fois ultra stimulant, passionnant. Je le disais, pas 2 journées sur les mêmes problématiques, ça te permet de surfer, de passer sur les différents sujets, et en même temps effectivement c'est ouais ça demande enfin, c'est presque du sport de haut niveau. C'est-à-dire que je commence en vieillissant, peut-être aussi parce que je vieillis un peu, à m'imposer une forme d'hygiène de vie beaucoup plus rigoureuse qu'avant, parce que je me rends bien compte que c'est un marathon et pas un sprint. Et donc, je me couche plus tôt, je fais attention, voilà, dans les soirées à peut-être boire un peu moins, des choses toutes bêtes, mais je commence à faire beaucoup plus attention à moi parce que je sens qu'effectivement, c'est quelque chose où je suis encore un élément quand même important dans le dispositif, et donc je dois être bien aussi. Je dois ça à l'entreprise, et je trouve que je dois ça aussi à mes collaborateurs. Donc je travaille Ça, ça. ça c'est ton hygiène de vie physique, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour ton hygiène de vie mentale? Alors, je commence à faire des vraies pauses où je déconnecte. Je commence, hein, tu vois, donc c'est work in progress, ce truc-là. Je m'intéresse beaucoup à différents sujets du type méditation. Bon, j'ai pas réussi encore à l'intégrer complètement à ma routine, je t'avoue. Mais déjà, je prends des temps pour moi des fois où je suis tout seul, ce qui est extrêmement rare en réalité, puisque bah, à la maison, j'ai ma famille. Au bureau, bah, tu es quand même toujours sollicité, même si tu es sur un plateau, bah, tout le monde vient te voir tout le temps, et voilà. Donc, j'ai finalement très peu de moments seul. Et ça a pu me manquer à certains moments. Et donc, je me recrée des espaces où je suis tout seul avec moi-même. Et ça me fait beaucoup de bien, je dois dire. Donc ça, c'est déjà un premier sujet. Euh, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn il y a peu de temps. Je fais aussi beaucoup d'hypnose. Ça, c'est vraiment un truc qui m'aide beaucoup. Alors pas forcément pour me détendre, hein, mais plutôt pour travailler, être une meilleure version de moi-même, travailler des sujets qui me gênent, que ce soit des petits sujets ou des sujets beaucoup plus profonds. D'ailleurs, souvent, j'y vais pour des tout petits sujets du quotidien, un truc qui t'emmerde, une petite phobie, un petit machin. Et je ressors, j'ai travaillé un truc beaucoup plus gros que ce pourquoi j'étais venu au départ. Donc ça, je trouve que c'est un formidable outil. J'ai mis un peu de temps à être convaincu parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien à la base. Mais en fait, j'ai fait quelques séances un peu par le hasard des choses et ça a véritablement beaucoup changé ma vie.
Et donc, je continue d'en faire voilà, par cycle de temps en temps et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, donc j'essaye tu vois, d'inscrire à l'agenda des moments pour moi, des moments où je prends soin de moi, des moments où je suis pas avec d'autres, tout simplement. Mais je suis obligé de les bloquer quoi aujourd'hui. Donc c'est ça donc j'essaye de me réorganiser pour avoir même des jours complets où je prends pas de rendez-vous, ce qui est frustrant pour les équipes des fois parce que ben elles voudraient avancer plus vite sur des projets qui dépendent un peu de moi ou autre. Mais en fait, ça me permet d'avoir moi aussi du temps de production, même si je produis pas beaucoup, mais ou en tout cas de réflexion, de recul, peut-être de la production de la stratégie par exemple, hein. Mais ça demande d'avoir du recul et c'est toujours le nez dans le guido, c'est trop compliqué à faire. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour, face aux prises de décision, rompre la solitude du dirigeant? Alors, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau où déjà dans ma boîte, on est quand même dans une culture de beaucoup de partage. On a même été dans le passé, alors ça change un peu parce que ça n'a pas que des bons côtés, on était beaucoup dans une culture de consensus au départ. Le problème du consensus, c'est qu'il peut être un peu mou, c'est qu'on peut poser les mauvaises questions aux mauvaises personnes qui sont pas compétentes pour répondre à la question, donnée et qui vont le faire de façon peut-être intuitive, mais pas forcément avec les bons outils. Donc là, on sort un peu de ce modèle complètement intuitif pour un modèle qui est un peu plus organisé, avec une gouvernance qui est plus claire. Donc voilà, tous les managers des départements que j'ai cités tout à l'heure font partie d'un petit comité de direction. Bon, on n'est pas nombreux, hein, mais et on se réunit une fois par semaine et sur des décisions qui sont vraiment stratégiques, importantes, qui nécessitent du jus de cerveau, bah, on en parle, on réfléchit, on étudie les scénarios ensemble. Et donc moi, ça me permet d'éviter de prendre des décisions qui sont seules, voilà, et de là aussi pas forcément tomber dans le consensus. Donc il y a des fois on n'est pas d'accord. À la fin, c'est quand même moi qui tranche, mais en tout cas d'avoir un territoire d'expression pour chacun sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Voilà les risques que je vois. Voilà comment ça me fait me sentir aussi parce que c'est un sujet important. Donc ça, c'est dans la boîte. Et après, j'ai cultivé autre chose en dehors de la boîte, notamment justement grâce à des réseaux d'entrepreneurs. Donc j'ai parlé, je suis au CJD, je suis aussi au Club Bootstrap, je suis dans d'autres réseaux d'entrepreneurs qui font que je suis quand même très très entouré d'entrepreneurs et de dirigeants. Et donc, de façon informelle, voilà, en soirée, on échange souvent quand même sur nos problématiques de boîte, sur les choses sur lesquelles on est bloqué, sur les choses qui nous prennent la tête en ce moment de façon très naturelle en fait. Et donc, ça permet d'avoir des réponses ou des angles différents. Et puis après, j'ai eu d'autres outils avant. J'ai fait du coaching, j'ai été mentoré. Donc voilà, je trouve que tous ces outils-là sont quand même extrêmement complémentaires et sont, en fait, ils font, pour moi, c'est un peu un must si tu es solo founder. Tu peux pas rester sans te créer un peu ce mécanisme-là parce que sinon, tu es seul avec toi-même. Donc déjà, c'est pas très fun. Mais en plus, tu risques vraiment de prendre des mauvaises décisions. Donc de se redonner de la profondeur de réflexion, je pense que ça s'organise et que c'est très important. Il y a eu des déclics qui t'ont fait rentrer dans le mentoring, dans le coaching, ou c'est venu comme ça? Écoute, ça dépend quel mécanisme. Il y a des mécanismes où j'ai eu l'opportunité et comme je suis quelqu'un d'opportuniste dans le bon sens du terme, bah, quand il y a des opportunités qui se présentent, je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas?» Je teste et je vois si ça m'apporte quelque chose. Donc il y a eu des moments comme ça et il y a eu des moments où je me suis dit: «Là, c'est compliqué quand même». Voilà, sans dire que j'étais en souffrance, bah, comme tout entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments faciles, il y a des moments plus difficiles. Il y a des choses que tu peux partager, il y a des choses qu'en réalité, même si tu es dans une culture de la transparence, tu peux pas complètement partager avec tes collaborateurs, notamment tes états d'âme. Ils sont pas à les subir. Et donc, tu dois quand même être un élément stable dans l'organisation. Et donc, tes états d'âme, tes réflexions en cours qui sont pas encore où la peinture est pas très fraîche, vaut mieux les partager avec d'autres. Et donc, oui, à ce moment-là, bah, typiquement pour le coaching, c'est ce qui s'est passé. Où je me suis dit, bon, je me pose un certain nombre de questions, j'ai pas vraiment les réponses. J'attends pas du coaching ou du coach qui me donne les réponses, mais j'attends de moi de renforcer ma capacité à prendre des décisions sur des sujets qui me tracassent, tu vois. Et donc, à nouveau, à chaque fois, je pense que c'est un mouvement intérieur de comment je me perfectionne pour prendre les bonnes décisions en faisant plus appel à mon intuition, en utilisant des outils voilà, plus ou moins larges, et à l'extérieur en parlant avec d'autres personnes. Donc, j'essaie vraiment toujours d'avoir ces deux mécanismes-là et d'organiser ces deux mouvements qui s'alimentent l'un l'autre et qui me permettent à la fin d'avoir avec mes petites antennes plein d'informations un peu de toutes parts et de renforcer justement aussi cette intuition qui, du coup, je me rends compte avec cette expérience, devient, voilà, enfin, se construit et devient de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais à mon intuition, j'ai de moins en moins de casses et de moments où je me suis trompé parce que bah, c'est l'expérience finalement. Donc, Et du coup, toi qui es quelqu'un qui partage beaucoup avec les autres et qui partage beaucoup avec ses équipes, comment tu te protèges un peu de leurs biais qui peuvent te faire prendre de temps en temps des décisions qui seraient pas naturelles? bah, c'est un peu mon sujet du moment.
c'est un peu mon sujet du moment et c'est là où je disais que, tu vois, je change de méthode de gouvernance d'entreprise, du consensus absolu où tout le monde, à une époque, pour rentrer chez Bigger en tant que salarié, il fallait, en gros, on faisait un tour de table avec toute la boîte en disant pour ou contre, alors sans que ce soit un tribunal populaire, mais en disant, évidemment, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise, etc. Mais ce truc-là a créé en fait plein de biais et autant de pas bien que de bien. Donc à un moment donné, tu vois, je me suis dit, mais en fait, je peux pas. Et tu vois, en y réfléchissant maintenant avec plus de recul, je me suis posé la question même de si c'était pas une forme de pas d'émission, parce qu'encore une fois, j'assume tu vois, les responsabilités qui sont les miennes et je tranche quand il faut. Mais en tout cas, de backup de décisions qui sont jamais simples à prendre. Et en faisant une réflexion collective et une décision collective, c'est une forme de dédouanement. Bon, bah là, Oui, c'est moi, vrai. je retravaille mon leadership en me disant, je suis associé de la boîte, je suis dirigeant, donc je suis quand même légitime pour trancher de certaines choses. On peut être d'accord ou pas d'accord. Je peux me tromper comme toute personne et ça m'arrive très régulièrement de me tromper. Et j'en suis très heureux parce qu'à chaque fois, j'apprends beaucoup. Mais voilà, il faut poser des questions aux bonnes personnes. Donc effectivement, j'essaie maintenant de me protéger des biais. On est très clair sur, justement, lorsqu'il y a une prise de décision collective, sur ce qui est du ressort du collectif et ce qui ne l'est pas. De nouveau, je m'autorise à trancher beaucoup plus que peut-être dans le passé. Et j'explique pourquoi à chaque fois. Mais en tout cas, d'entendre les arguments des uns et des autres, sans se faire contaminer par des biais, ça me semble quand même important. Important bah, déjà pour se convaincre et que c'est la bonne décision, mais aussi pour prendre en compte les susceptibilités autour de soi, parce qu'en plus il y a toujours la part exprimée et la part non exprimée, c'est-à-dire que ce que les gens expriment, c'est souvent 10% de ce qu'ils ressentent réellement. Donc c'est quand même important en tant que dirigeant d'être à l'écoute de ces 10%-là pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer dans la tête de chacun et comprendre l'impact de décisions importantes et voilà, de s'assurer de garder aussi des personnes intégrées, motivées, faisant partie du projet à 100%. Tu l'as dit, c'était un peu pour te dédouaner, enfin, tu l'as dit entre guillemets. Est-ce que tu as d'autres croyances limitantes contre lesquelles tu as dû lutter dans ta carrière d'entrepreneur? Bah plein, hein. Enfin franchement, je le dis souvent avec le sourire, mais là-dessus je suis très humble. Le principal facteur limitant du développement d'une boîte, en tout cas d'une boîte de 15 personnes, avec un seul associé, bah, c'est souvent le dirigeant. Donc On est d'accord. évidemment, et c'est pour ça que je dis que j'essaye de m'astreindre à une forme de... Enfin, je fais beaucoup le comparatif avec le sport, d'athlète de haut niveau, de toujours aller plus loin, c'est hyper important parce que bah, j'ai pas envie d'être le goulot d'étranglement de ma boîte. Et donc, je dois évoluer suffisamment vite pour permettre à ma boîte d'avoir la croissance qu'on veut avoir. Et ça, c'est quand même un réel enjeu de développement personnel continu, avec encore une fois un certain rythme. Et développement personnel, c'est vraiment un truc comme ça. Hein. C'est quelque chose qui s'infuse sur la durée. Ou voilà. Donc, dans les croyances limitantes que j'ai pu, sur lesquelles je me suis un peu battu, voilà, moi j'ai un peu le côté soit parfait, soit fort. J'ai un peu ces trucs-là, quoi, de croyances limitantes, en tout cas que des injonctions que j'ai pu avoir plus jeune. Que d'ailleurs, c'est pas forcément mes parents qui m'ont mise, mais que je me suis mis tout seul. Donc j'essaye de me foutre la paix sur certaines choses, de me concentrer sur ce qui est important. Mais voilà, je suis un perfectionniste né. J'ai ça dans le sang. C'est très dur pour les équipes d'ailleurs. Et ça, tu vois, typiquement, c'est un truc que je bosse en continu. Et je pense que je serai toujours un perfectionniste avec un grand niveau d'exigence, que je contrebalance justement avec beaucoup d'humains et de co-construction, de collaboration. Mais ça va être un combat jusqu'au bout, je pense. Tu vois, on se refait pas. Ça fait partie de moi, quoi. Donc ouais, j'essaye tu vois, le mieux est l'ennemi du bien, mieux vaut fait que parfait. C'est des trucs que je peux inscrire en énorme sur le mur et lire tous les matins. Ça va mettre du temps à infuser, mais voilà, et ça, je me suis rendu compte qu'à certains moments, c'était effectivement un facteur limitant de la boîte. C'est-à-dire que des fois, effectivement, on aurait mieux fait de sortir des choses plus vite, plus efficaces, de revoir des process qui auraient été imparfaits, qu'on aurait amélioré de façon continue, plutôt que d'attendre la version parfaite, qui de toute façon ne sera pas parfaite, puisque la perfection n'existe pas. Mais tu vois, rien que de le dire, ça me fait mal. Et au moins d'avancer, quoi. Donc, on a mis en place quand même des organisations un peu agiles. Tu vois, on fait des rétros d'entreprise. Et ça, enfin, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, je me rends compte qu'on peut atteindre une forme de perfection. Encore une fois, la perfection absolue n'existe pas, mais de façon itérative et que c'est pas forcément un cycle. Et donc, j'arrive à combiner un peu ce truc-là. Et puis, dernière croyance limitante que j'avais et qui m'a aussi beaucoup coûté et que j'essaye de travailler,
qui sert pour trouver dans la culture d'entreprise malgré moi à un moment donné, c'est, on va dire, l'équilibre entre performance et humain. On Euh, explique. je fais partie de ces gens qui, par éducation, par expérience, par j'en sais rien, euh, ont du mal à concilier les deux, ont du mal à se dire que les deux sont possibles ensemble. En tout cas, pendant longtemps, je me rends compte que j'étais beaucoup dans l'humain et que la performance était presque un tabou absolu. Or, dans une entreprise, il n'y a pas de miracle, hein. S'il n'y a pas de performance, on peut être entreprise à mission et vouloir avoir un impact positif sur le monde. On peut avoir voilà, une belle mission de vie, etc. On ne va pas la délivrer très longtemps s'il n'y a pas un minimum de performance. Donc, ça, j'ai beaucoup rééquilibré les choses. Et c'est passé d'ailleurs beaucoup par un changement d'équipe. Parce que c'était très ancré dans la culture. Et du coup, j'avais recruté des personnes qui étaient extrêmement attachées à l'humain, qui avaient de belles valeurs, avec qui j'avais beaucoup de choses en commun. Mais quand je leur parlais de performance, ben, ça frottait un peu, quoi. Donc là, j'ai seniorisé l'équipe, on a retravaillé la culture ensemble, et du coup, maintenant, on trouve quand même un point d'achoppement entre les deux. Et je pense que ce qui m'a permis véritablement de résoudre cette équation, même pour moi, c'est de me dire que un des principaux leviers sur lequel je peux avoir de l'action, de l'influence, de l'impact aujourd'hui, c'est de faire grandir les autres. Et du coup, faire grandir les autres, c'est à la fois de l'humain et de la performance. C'est tu crées de la performance future pour les personnes et tu es dans l'humain parce que tu les aides à grandir et à se développer. Et donc, je pense que j'ai réussi voilà, la quadrature du cercle, à résoudre ce truc-là par cette voie-là. Moi, je dis toujours à mes clients que pour qu'une boîte se développe et qu'éventuellement un jour elle se vende même, il y a deux axes à travailler. C'est comment la boîte est la moins dépendante du dirigeant et comment la boîte est le plus processée. Tu nous as fait un bon résumé des deux, en fait. Exactement. Et le problème, c'est que, enfin, tu le dis très bien, mais chaque, encore une fois, 15 personnes, c'est petit. Chaque niveau de boîte a un niveau d'exigence, de processisation, enfin de processing, je sais pas comment on dit, Le processus. ou de processus tout simplement, différent. Et donc, le coût marginal d'intégration d'une personne quand on est 5 ou 6 versus quand on est 50 versus quand on est 500, il n'est pas du tout le même. Et donc, pourquoi il y a beaucoup de boîtes qui soit restent petites, soit meurent? Parce qu'en fait, le plus difficile, ce sont ces premières années et de bien rééquilibrer à chaque fois que tu intègres une personne. Des fois, tu intègres une personne dans une boîte de 6. Nous, je me souviens quand on est passé de 6 à 7 ou de 7 à 8, je me souviens plus, mais ça a tout changé. Ça a tout changé. Parce qu'avant, on était dans un mode où on tapait sur l'épaule du copain qui était juste à côté pour lui poser une question. Et en vrai, ça marchait parce qu'on était 5 ou 6. Donc l'info était partout, quoi. Elle n'était pas toujours bien formalisée et c'était pas grave. Quand tu commences à être 7, 8, 9, 10, tu as besoin de process. Et le problème, c'est que créer des process, ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, tu intègres des nouvelles personnes dans l'organisation, mais elles vont faire des process au départ. Donc, elles vont pas être très. En termes de delivery, ça va pas être. Tu as intégré des personnes, mais tu n'as pas de nouveau delivery. Mais c'est une étape indispensable, nécessaire et que tu peux pas skipper pour passer à la suite. Donc, il y a des tailles de boîtes comme ça, et notamment quand elles sont petites, ça arrive souvent ces petits paliers qui sont plus ou moins faciles. Et donc, ajuster toujours ce bon niveau, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles des petites entreprises. On va arriver sur la fin de cet entretien et je conclus toujours par un quiz un peu improbable. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée auquel tu aurais quand même aimé répondre et témoigner? Écoute, on a fait le tour de pas mal de choses. Non, mais enfin, si, tiens, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais changer? Alors, j'ai pas Alors, réfléchi à la vas-y. réponse. J'ai pas réfléchi à la réponse, mais écoute, peut-être que certaines des choses que j'ai dit aujourd'hui, en avoir conscience plus tôt. Donc, tu vois, la nécessité de prendre soin de soi, l'hygiène de vie, ne pas. En fait, c'est hyper frustrant quand tu es entrepreneur de te dire, bah oui, le consensus absolu, ça n'existe pas. Bah oui, le perfectionnisme, c'est peut-être pire que mieux à certains moments. Bah oui, en fait, une fois que tu as la prise de conscience, tout ça est évident. Mais si j'avais su ça il y a 5 ou 10 ans, ça m'aurait probablement pas mal aidé sur certains trucs, quoi. Hmm. On passe au quiz improbable avant de Allez, conclure. vas-y. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Plutôt café. Combien par jour? Ça dépend des réunions, mais ça peut bien être. Alors, à chaque fois, c'est des doubles, mais j'en prends 3-4 par jour. Donc, quand même D'accord, pas mal. pas mal. Ouais, c'est pas mal. Si Bigger pouvait parler, quel serait son mot préféré? Écoute, passion, hein. Nous, on dit transformer la passion en succès. Donc, il y a évidemment la notion de succès qui est importante. Mais moi, je crois beaucoup à pourquoi on se lève le matin, quoi. Et la passion, l'impact, c'est des choses qui sont super importantes Le sens. pour moi et qui sont, je pense, aussi très importantes dans la boîte. Si tu pouvais embaucher un co-CEO, en co-CEO, un super-héros
ou un héros ou un personnage connu, qui c'est que tu choisirais d'avoir avec toi? Ah, bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Hem, Écoute, moi, je vais te faire une réponse qui est une réponse de normand, mais j'ai pas de modèle d'entrepreneur où je me dis: «Waouh». En tout cas, si j'en ai, mais pas des gens connus. Hem, donc il y a plein d'entrepreneurs que j'admire pour ce qu'ils ont fait, mais assez peu des connus. OK. Voilà. Surtout qu'on On a beaucoup de modèles américains, hein. En vrai, des modèles d'entrepreneurs qui ont vraiment réussi, d'entrepreneurs, hein, je parle pas de dirigeants d'entreprise. En réalité, en France, il y en a pas beaucoup, beaucoup, hein. Ou en tout cas, ils sont pas, sinon ils sont pas très médiatisés, ou alors on fait du French bashing. Et donc, voilà, j'ai pas un nom qui me vient en tête comme ça. Si, Bigger, était un parfum de glace, quelle saveur serait-il? Ah, je dirais vanille. Bah, au-delà du fait que j'aime bien la vanille, qui crée forcément un biais, je trouve que la vanille, c'est subtil. Ça peut être intense, comme léger. Je trouve qu'il y a une subtilité que j'aime beaucoup, et qu'il y a quand même chez Bigger. Toi, on a parlé tout à l'heure de la culture, etc., mais on a quand même une culture, je trouve, de la subtilité. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, tu vois. Ça veut pas dire qu'on se les cache, mais voilà, ouais, j'aime bien ce côté. On met les pieds dans le plat, on se dit des choses, et en même temps, il y a un peu de subtilité. Je trouve ça intéressant. Et en même temps, tout le monde aime la vanille, c'est ça qui est Et bien. tout le monde aime la vanille. Mais tout le monde aime Bigger. Enfin, j'espère. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Bah ouais. Quelle est la chanson qui pourrait être l'hymne de Bigger? L'hymne de Bigger, ah, je dirais quand même Résiste. Résiste prouve que tu existes. Parce que tu vois, on est quand même là-dedans. On est dans un marché, encore une fois, ultra concurrentiel, où c'est difficile de se distinguer. Et ouais, il faut toujours montrer justement quelle est notre valeur ajoutée, quelle est notre singularité, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc ouais, ça, c'est un truc qu'on a vraiment chevillé au corps, quoi. En version France Gall ou en version plus moderne? Alors, en version France Gall, hein, D'accord, les bons classiques, quoi. OK. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? J'ai un peu Astérix Obélix, moi. C'est-à-dire que mes concurrents, j'en ai des très très gros qui ont la potion magique, notamment les levées de fonds, c'est-à-dire bah, des capacités financières qu'on n'aura jamais en autofinancement, et on doit combattre avec ces gens-là. Donc on n'a pas les mêmes armes, hein, clairement. Voilà, on a qui sont malins aussi. Et c'est un marché qui bouge où moi j'ai beaucoup de respect pour mes concurrents, que j'appelle d'ailleurs plutôt des confrères la plupart du temps, parce que je trouve que c'est important d'échanger avec eux, c'est important de se connaître. Et en fait, on construit un marché, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un marché, même s'il y a beaucoup d'acteurs, c'est quand même un marché, en tout cas le freelancing d'une façon générale, bah, qui est en train de se structurer. On est quand même plus au début qu'à la fin. Donc il y a des bons rapports, on échange, on partage les difficultés. On n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous le même niveau de maturité. Mais oui, ce qui est un peu frustrant parfois quand tu es en autofinancement, et que tu essaies d'être rentable, et que tu l'es justement pour faire des investissements, pour le coup, en ce qui nous concerne, massifs sur la partie digitale, c'est que certains ont la chance d'avoir levé des fonds sur des sommes qui sont absolument considérables, et que, alors c'est des choix de gestion, nous, on n'a pas fait ces choix-là, on a préféré garder notre liberté, mais que bah, forcément, à la fin, on n'a pas les mêmes armes au départ pour réussir, quoi. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Ou un dîner d'affaires? Le plat le plus bizarre, en tout cas, je crois qu'une fois j'ai fait un ramen. Oui, c'est ça. Je m'en souviens, c'était à Amsterdam, et j'ai mangé un ramen dans un déjeuner d'affaires. Et alors, un ramen dans un déjeuner d'affaires entre les nouilles et la soupe, très mauvais plan. Donc, je suis ressorti. C'était un salon en plus, donc je suis ressorti. Je m'en étais foutu de partout. Donc, je me suis dit plus jamais de ramen en repas d'affaires. Mmh. Impossible. Si tu devais créer une mascotte pour Bigger, à quoi elle ressemblerait? Alors, c'est marrant parce qu'on a ce débat-là, là, justement, sur le SaaS. On se dit à quoi ressemblerait. Alors, je sais pas encore, mais en tout cas, on a des pistes de petits animaux mignons. Tu vois, c'est un peu ça le truc, c'est de se dire que bah, on est une équipe, on s'apprécie les uns les autres, on a vraiment cette belle énergie qui, je pense, transpire aussi à l'extérieur de l'entreprise, et qu'on a envie de partager avec les autres. Tu vois, on est un peu sur le sérieux sans se prendre de sérieux. On fait les choses bien, on a un positionnement premium, on a des très beaux clients, mais on aime bien le côté un peu décalé et un peu impertinent à certains moments. Et donc, la mascotte incarnerait probablement ça. Donc, j'ai un petit animal futé, à la fois mignon, mais tu vois, ouais, un peu malin, quoi. Mmh. Si tu avais le pouvoir de voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Euh, Écoute, moi j'ai beaucoup aimé entreprendre à l'époque où je me suis lancé. On va pas se mentir, c'est moins agréable depuis quelques années. Parce que
contexte politique, contexte géopolitique, politique intérieure, voilà, inflation. En fait, tout le monde est complètement down en Europe. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas exactement la même histoire, mais en Europe, c'est quand même très compliqué. Et du coup, c'est moins agréable parce qu'en fait, tout le monde tire la tronche tous les jours et que moi, j'essaie de remettre de l'énergie, etc. Mais ça m'en consomme aussi beaucoup plus qu'à une autre époque où ça allait bien, il y avait des belles perspectives, où voilà. Donc, si je pouvais remonter dans le temps, j'aimerais vivre ce que je vis maintenant, ce stade de boîte-là, il y a 4-5 ans, où c'était quand même plus agréable, je trouve. Est-ce que tu es plutôt gastro ou plutôt McDo? Ah non, moi, je suis plutôt gastro, moi. Bon. Est-ce que tu es Ça se plutôt... voit d'ailleurs. Attention, parce que justement, je suis très gastro. Mais j'aime bien le McDo aussi, hein. Je peux avoir les deux, je peux faire les deux, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Ah, moi, je suis plutôt lundi matin. Je suis plutôt du matin, du début de la semaine, on déchire tout. Voilà, lundi, on a toutes nos réunions, je cale la semaine, voilà, j'ai mon plan de vol, je sais exactement ce que je vais faire dans la semaine, je déroule. Le vendredi soir, souvent, je suis un peu plus en mode heureusement que le week-end arrive parce que j'ai tout donné cette semaine. Donc, ouais, plutôt lundi matin. Bon, la prochaine question, c'est une question qui devient très polémique compte tenu de l'actualité. Ok. Mais est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Ah, ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une question pas simple. Euh, Écoute, les deux ont des choses extrêmement différentes. Et je crois que c'est un peu deux extrêmes. Donc, j'apprends à être moins sur les extrêmes dans mes convictions, hein, pas politiques, hein, je vous rassure, mais en tout cas, il y a du bon dans les deux. Ce que j'aime beaucoup avec Elon Musk, outre le fait que je ne partage absolument pas ses idées sur tout un tas de sujets, c'est que il a quand même une forme de... Dans certaines interviews, il partage les difficultés qu'il a rencontrées, et il a vraiment rencontré des grosses difficultés. Ah bah, Et quand je on perd un trouve enfant, je pense que c'est une des plus grosses difficultés qu'on peut avoir dans sa vie, hein. exactement. Et je trouve que même si c'est quelqu'un qui a quand même un très gros ego, il sait parler de ses échecs, des difficultés qu'il a rencontrées de façon très humaine, pas storytellée, et je trouve ça agréable. Je trouve qu'il y a des interviews où c'est agréable de l'entendre. Voilà. Après, bon, sur tout le reste, j'ai vraiment beaucoup de divergences de point de vue. Euh, Écoute, Bernard Arnault, c'est un autre style, évidemment, mais je trouve qu'il incarne quelque chose qu'on n'aime plus trop aujourd'hui, mais qui a quand même ses avantages. C'est un peu le patriarche, quoi. C'est le chef d'entreprise familial, entre grosses guillemets, hein, voilà, soyons clairs. Mais il y a quand même un peu de ce truc-là où il est rassurant, il est stable, voilà, il prend le temps de faire bien les choses. Et moi, ça, c'est des choses que j'aime bien aussi. Donc, il y a le côté foufou d'Elon Musk qui te dit, en fait, si on doit aller sur Mars, on peut aller sur Mars. C'est qu'une question de ce qu'on veut faire. Donc ça, évidemment, je trouve ça fabuleux. Et le côté de la personne qui dit, faisons les choses bien, prenons le temps de bien faire, réfléchissons à quelle est la meilleure façon d'y arriver, qui est extrêmement rassurant. Et je trouve que les deux ensemble sont finalement assez intéressants. J'aime bien ton analyse. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? Alors j'ai plein de choses étranges. J'ai vraiment plein de choses étranges maintenant que tu me poses la question. J'ai par exemple un bracelet Nintendo que j'ai eu dans un parc d'attractions Universal à Osaka. Je suis allé au Japon cette année. Et donc, tu as un petit bracelet pour gagner des points Super Mario. Et donc, j'ai ça sur mon bureau. Voilà. Mais des trucs comme ça, j'en ai plein. J'ai ramené des choses d'Inde quand je suis allé au G20, des trucs complètement improbables. J'ai un mouton à 5 pattes parce qu'un de mes collabs m'a offert un petit cadre avec un mouton à 5 pattes dedans en me disant c'est à la fois toi et un peu notre mission chez Bigger. Je trouve ça très mignon. Donc voilà, donc j'ai plein de trucs un peu étonnants sur mon bureau. Si des auditeurs souhaitent te contacter, que ce soit parce qu'ils ont envie de venir sur la plateforme ou parce qu'ils ont envie d'être clients, quelle est la meilleure façon pour venir vers toi? Bah, soit mail, hein, prénom.nom@bigger.com, donc c'est pas très compliqué, ou LinkedIn. LinkedIn, je suis quand même assez réactif parce que les mails, on en reçoit quand même beaucoup. Donc j'essaie voilà d'équilibrer un peu les deux, mais les deux fonctionnent. Ok. Écoute, Charlie, merci beaucoup pour ce temps. On Bah, a merci à passé une toi, heure comme on avait prévu, donc c'est parfait. Écoute, bonne continuation pour Bigger à toi aussi, et plein de j'espère bonnes qu'on aura choses. l'occasion de refaire un point dans quelques temps pour voir comment Bigger s'est développé. Avec plaisir, ça marche. À très bientôt. Ciao, Salut, ciao. bye bye.